La tornade a détruit ma maison, mon fils m'a rejeté. Puis mon premier amour est revenu. J'ai perdu mon mari, Thomas, d'une crise cardiaque il y a 8 ans, j'ai surmonté la solitude du veuvage, le silence d'une maison faite pour deux, je pensais connaître le chagrin, mais je me trompais. La journée avait commencé comme toutes les autres à Plainfield, dans l'Illinois. J'ai préparé mon thé à 3 heures précises, comme toujours, et j'ai posé la tasse sur la petite table en chêne près de la fenêtre. Dehors, l'air était lourd, oppressant, comme si le ciel retenait son souffle. La radio locale murmurait qu'un système orageux se dirigeait vers le nord-est, mais ici, dans l'Illinois, nous avons l'habitude des tempêtes, nous restons vigilants sans céder à la peur. À 3h15, les sirènes ont hurlé, ce sont longs et stridents qui vous glacent jusqu'à la moelle. Tornade au sol, annonça la voix tendue du présentateur, se dirigeant vers le comté de Will. Habitants de Plainfield, mettez-vous immédiatement à l'abri. Mes mains tremblaient tandis que je traversais la maison en courant, ramassant ce que je pouvais entasser dans une petite valise, l'album de mariage où Thomas et moi sourions en 1976, la montre qu'il avait portée chaque jour pendant 30 ans, le couvre-lit cousu main par ma mère et un dossier d'assurance. 40 années de vie, et c'était tout ce que je pouvais emporter. Je me suis précipitée dans la cave, le cœur battant à tout rompre, serrant contre moi le vieux pull en laine de Thomas. Au-dessus de moi, la maison gémissait, le bois se tordait, le verre éclatait, comme si les os même du foyer se désarticulaient. Puis vint le rugissement, assourdissant, semblable à un train de marchandises traversant mon salon. Le sol vibrait et je me suis recroquevillée dans un coin, priant pour que tout tienne. Puis le silence, non pas le calme, mais ce vide profond qui suit la destruction. Lorsque j'ai ouvert la porte de la cave, le monde que je connaissais avait disparu. Ma table de cuisine n'existait plus, mon toit non plus, au-dessus de moi, il n'y avait que le ciel gris violacé et des planches éparpillées. Le jardin de roses que j'avais soigné pendant 20 ans n'était plus qu'un champ de tiges brunes et de pétales brisés, des débris jonchaient chaque recoin comme les confettis d'une fête cruelle. J'ai pleuré alors, pour la première fois depuis les funérailles de Thomas, mon corps tremblait tandis que je me tenais au milieu des ruines de ma vie, le pull toujours serré contre ma poitrine. Les voisins sont accourus, criant mon nom, mais leur propre maison était endommagée, leur famille blottie ensemble. La Croix-Rouge parlait d'abri, mais l'idée de dormir dans un gymnase bondé me laissait vide, j'avais besoin de famille, j'avais besoin de mon fils. J'ai emprunté le téléphone d'un voisin et composé le numéro de Michael, murmurant dans le combiné tout l'espoir qu'il me restait. « Fils, c'est maman, ma maison n'existe plus. » Le lendemain matin, j'ai pris la route du Nord sur l'autoroute 55 en direction de Chicago. Ma vieille berline tremblait à chaque rafale, le ciel brillait d'un bleu presque moqueur, comme si rien ne s'était passé la veille. Ma valise et 3 sacs de fortune étaient entassés sur la banquette arrière, l'odeur de plâtre détrempé et de terre emplissait la voiture. Je me disais sans cesse que tout cela n'était que provisoire, le temps que l'assurance réponde, le temps de trouver un petit appartement. Michael vivait à River North, dans l'une de ces tours de verre modernes qu'on voit dans les magazines de luxe. Quand je me suis garée, le portier a jeté un regard surpris à ma voiture cabossée et au sac à l'intérieur, haussant les sourcils avant de me tendre un badge visiteur, comme si j'étais une étrangère plutôt qu'une mère rentrant chez son fils. Michael a ouvert la porte avant même que je ne frappe. L'espace d'un instant, mon cœur s'est allégé, il avait les yeux de Thomas, ce même bleu profond qui m'avait autrefois fait tomber amoureuse. « Maman », dit-il en s'écartant, d'un ton prudent, mesuré, comme si chaque mot avait été répété d'avance. L'appartement brillait de propreté, meubles blancs, parquet lustré, œuvre d'art coûteuse mais sans chaleur. Et puis elle est apparue, Tessa, 32 ans, queue de cheval lisse, chemisier de soie qui devait valoir plus qu'un mois de ma retraite. Elle sourit, mais ses yeux restèrent froids. « Lorraine, quelle horreur pour votre maison », dit-elle, son regard glissant vers mes sacs posés au sol. Je me suis assise au bord de leur canapé blanc immaculé, terrorisée à l'idée d'y laisser une tache. Ce n'est que temporaire, ai-je expliqué rapidement, le temps que l'assurance soit versée. Je peux aider pour les repas, pour la lessive, je resterai discrète. Michael s'installa dans le fauteuil en face de moi, pas à côté, les mains jointes, comme s'il dirigeait une réunion d'affaires. Le fait est, maman, Tessa et moi en avons discuté, nous tenons beaucoup à notre intimité ici, c'est notre sanctuaire. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu.
Intimité, Michael? J'ai tout perdu hier, je n'ai pas besoin d'espace, j'ai besoin de famille. Tessa se pencha en avant, la voix douce mais ferme, comme on parle à un enfant, nous pensons simplement que vous seriez plus à l'aise ailleurs. Il y a d'excellents hôtels de séjour prolongés près du Magnifique Smile, très sûrs, très propres, avec même de petites cuisines. Ma poitrine se serra. Et comment suis-je censé payer cela? L'argent de l'assurance ne viendra pas avant des semaines. Michael bougea sur son siège, je peux te donner quelques centaines de dollars pour commencer. Quelques centaines, comme si j'étais une étrangère, comme si des décennies de maternité pouvaient être effacées avec de la petite monnaie. Je me suis levée, les genoux douloureux, la dignité en lambeaux. Alors c'est ça, ai-je murmuré, ta mère n'a pas sa place dans ton sanctuaire. Aucun des deux ne parla. Le silence était plus assourdissant que la tempête qui avait détruit ma maison. J'ai quitté River North, mes 3 sacs poubelles brinque-ballant sur la banquette arrière, le cœur plus lourd que jamais. La silhouette étincelante de la ville se découpait dans la nuit, mais pour moi, elle ressemblait à un mur de verre m'empêchant d'entrer. Je me suis d'abord garé près de Lowewaker, cette artère sombre sous les rues où grondent les camions de livraison et où s'attardent les ombres. L'endroit était assez isolé pour qu'on ne remarque pas une berline cabossée. La première nuit, je me suis recroquevillé sur le siège du conducteur, le pull de Thomas sur les épaules, la nuque raidie, les jambes engourdies, sursautant à chaque portière qui claquait, à chaque pas résonnant dans le béton. J'ai grignoté des biscuits rassis trouvés dans mon sac à main, buvant à petites gorgées une eau au goût de rouille. Je me répétais que ce n'était que pour une nuit, que demain, Michael rappellerait, qu'il changerait d'avis. Mais demain arriva, et rien ne changea. La deuxième nuit, l'air devint froid et humide, je déplaçai ma voiture vers le parking d'un Walmart à la limite de Cicero, espérant me fondre parmi les camions de livraison qui y passaient la nuit. Je me suis lavé le visage dans la salle de bains éclairée au néon, évitant mon propre regard. La femme dans le miroir avait des yeux creux, des cheveux emmêlés, les épaules affaissées. Je ne reconnaissais plus la mère qui organisait jadis des fêtes d'anniversaire, des ballons attachés à chaque chaise. La troisième nuit, je me suis réveillée à 2 heures du matin, le dos transpercé de douleur, les larmes déjà sur mes joues. J'ai plaqué mes mains contre ma bouche pour que personne n'entende mes sanglots. J'ai pensé à Michael enfant, à la manière dont il serrait ma main pour traverser la rue, à ses demandes d'une dernière histoire avant de dormir. Où était passé ce petit garçon? Quand était-il devenu cet homme capable de rejeter sa propre mère? Cherchant un peu de chaleur, j'ai fouillé dans mon sac. C'est alors que je l'ai trouvé, une fine carte de visite décolorée, glissée entre des reçus et des coupons périmés. Les bords étaient usés à force d'avoir été gardés, l'encre à demi effacée mais encore lisible. Adrian Cole. Adrian, mon premier amour, le garçon qui m'avait promis une vie loin de Plainfield avant que l'université ne l'emporte. Nous avions perdu contact, la vie nous avait séparés, mais je n'avais jamais jeté cette carte. À travers les mariages, les funérailles et les décennies de poussière, elle m'avait suivi. Je fixai le vieux numéro imprimé sous son nom, la main tremblante en traçant les chiffres, me demandant s'il menait encore quelque part, s'il était encore en vie. Cette nuit-là, seule dans le silence glacé d'un parking de Walmart, j'ai serré la carte contre ma poitrine. Pour la première fois depuis la tornade, j'ai ressenti quelque chose de dangereux, un espoir. Au matin du 4e jour, l'épuisement m'avait vidé. Mon corps me faisait mal d'avoir dormi recroquevillé sur le siège avant, mon estomac se tordait sous la nourriture des stations-service, et mon âme semblait écorchée vive. J'ai contemplé cette carte délavée dans la lumière pâle de l'aube, débattant avec moi-même comme une folle. Que pourrais-je bien dire? Bonjour Adrian, tu te souviens de moi? Je suis sans abri maintenant. Ma fierté me hurlait de jeter cette carte, de préserver le dernier lambeau de dignité qu'il me restait, mais la solitude crie plus fort que la fierté, et la solitude était tout ce qu'il me restait. Mes doigts tremblaient tandis que je composais le numéro. Une sonnerie, puis une voix se fit entendre, stable, grave, un peu râpeuse, marquée par le temps, call développement, Adrian à l'appareil. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Après 50 ans, j'ai reconnu cette voix instantanément. Adrian, c'est Lorraine. Enfin, autrefois Lorraine Carter. Un silence, une seconde suspendue,
j'ai cru que la ligne avait coupé, puis il a murmuré mon nom, comme s'il était à la fois une question et un souvenir, Lorraine. Alors la digue en moi a cédé, les mots ont jailli dans un souffle. Je suis désolé de t'appeler comme ça, ma maison à Plainfield a été détruite par la tornade, j'ai essayé de rester chez mon fils à Chicago, mais il n'a pas voulu. Ma gorge s'est serrée. Je n'ai nulle part où aller. Sa voix s'est affermie, sans hésitation, sans incrédulité, seulement de l'action. Où es-tu? Sur un parking de Walmart, le long de Cicero Avenue. Reste là, j'arrive. Adrian, tu n'as pas à. Lorraine, m'interrompit-il, ferme mes doux, j'ai attendu cet appel pendant 50 ans. Laisse-moi venir, je t'en prie. 2 heures plus tard, j'étais toujours assise dans ma voiture, observant chaque véhicule qui entrait sur le parking, le cœur battant si fort qu'il me faisait mal. Puis un SUV argenté s'avança lentement, vitres teintées, roulant comme si le conducteur cherchait quelqu'un. Le moteur s'éteignit, la portière s'ouvrit, et il était là, Adrian Cole. Ses cheveux étaient désormais argentés, coupés courts, ses épaules larges et solides. Le temps avait creusé quelques rides autour de ses yeux, mais lorsque ses prunelles d'un gris d'orage croisèrent les miennes à travers le pare-brise, les années s'effacèrent comme si elles n'avaient jamais existé. Il s'approcha de ma voiture d'un pas assuré mais calme, tapa doucement à la vitre, et quand je l'abaissai, il me sourit, un sourire tendre, familier, bouleversant. « Bonjour, Lorraine. » Ma gorge se referma, les mots se perdirent. J'avais envie de m'excuser pour mes vêtements froissés, mes cheveux mal peignés, l'odeur du malheur qui s'accrochait à moi, mais avant que je puisse parler, il se pencha légèrement. « Tu es magnifique. » Les larmes me vinrent, incontrôlables, là, sur ce parking de Walmart, j'ai éclaté en sanglots comme je ne l'avais plus fait depuis des années. Adrian ne bougea pas, il ouvrit ma portière, m'aida à me lever et me prit dans ses bras. « Rentre à la maison, » murmura-t-il, « laisse-moi prendre soin de toi. » Le trajet vers le nord ressemblait à une traversée vers un autre monde. Le béton gris de la ville s'adoucissait peu à peu en rue tranquille bordée d'érables aux feuilles dorées. Le SUV d'Adrian traversa Lakeview avant de s'arrêter devant une maison de pierre qui semblait émerger de la terre elle-même. Ce n'était pas une demeure tapax en graveleuil comme les tours de verre du centre-ville, mais une maison pleine de dignité, bâtie de bois et de calcaire, avec de larges fenêtres captant la lumière de l'après-midi et un porche s'enroulant autour comme des bras ouverts. Je descendis lentement, craignant que mes chaussures abîmées ne salissent les pavés du chemin. Adrian déchargea mes 3 sacs et ma vieille valise cabossée comme s'il s'agissait de trésors, puis porta sous son bras la vieille boîte à outils de Thomas, comme si elle avait trouvé sa place ici. L'intérieur de la maison respirait une chaleur qu'aucune fortune ne peut acheter, le parquet brillait d'un brun doré, des étagères montaient jusqu'au plafond, chargées de livres, et des photographies parsemaient les murs, non pas des portraits posés, mais des instantanés de communautés renaissantes, des coupures de rubans dans des écoles, des ouvriers souriant devant des maisons neuves. « C'est ton entreprise ?» ai-je demandé en touchant un article encadré, « Cole Redéveloppement redonne espoir aux familles de Joliet. » Il hocha la tête. J'ai commencé avec un petit projet après une inondation en 85, ça a grandi bien au-delà de ce que j'imaginais, mais il y a toujours eu une seule idée derrière tout ça, aider les gens à retrouver un foyer. Ses yeux ont croisé les miens. Peut-être ai-je bâti tout cela en t'attendant, pour le jour où tu franchirais cette porte. Nous étions assis à une longue table en chêne dans sa cuisine, la lumière du soleil glissant sur les plans de travail polis. Il faisait griller du poulet, avec la facilité d'un homme habitué à se débrouiller seul. Je n'avais pas mangé un vrai repas depuis des jours, et lorsque l'assiette fut posée devant moi, l'odeur seule me fit pleurer. Je n'aurais pas dû t'appeler, dis-je doucement entre 2 bouchées, je ne voulais pas être un fardeau. Lorraine, répondit-il d'une voix calme, tu ne pourrais jamais être un fardeau. Tu es le seul chapitre inachevé de ma vie. J'ai baissé les yeux vers mes mains ridées, honteuses des années gravées dans ma peau. Je ne suis plus la fille dont tu te souviens. Il a tendu la main à travers la table, a recouvert la mienne. Non, tu es mieux. Tu es vrai. Tu as vécu, tu as survécu, et tu es encore debout. Quelque chose en moi s'est déplacé. Pour la première fois depuis la tornade, je ressentais plus que le manque, je sentais la possibilité. Quand je me suis levée pour quitter la cuisine en le remerciant maladroitement, il m'a arrêté dans le couloir. Reste ici, aussi longtemps que tu en as besoin. Pas d'horloge, pas de limite.
Cette maison t'attendait. Et à cet instant, je l'ai cru. Les jours sont devenus des semaines, dans la maison d'Adrian au bord du lac, et pour la première fois depuis la tempête, j'ai pu respirer à nouveau. Les matins commençaient avec un café sur le porche, à regarder l'eau accrocher la lumière comme des éclats de verre, les après-midi se passaient dans sa bibliothèque, blotti dans un fauteuil, redécouvrant des livres que je n'avais pas ouverts depuis mes années à la bibliothèque de Plainfield. Le soir, je préparais des poulets rôtis, des ragoûts, des tartes qui emplissaient la maison d'un parfum de cannelle, et Adrian savourait chaque bouchée avec une gratitude qui illuminait ses yeux gris d'orage. Il ne me traitait pas comme une invitée, ni comme un cas de charité, mais comme quelqu'un d'essentiel à sa vie. Un matin, presque distraitement, il me demanda « As-tu déjà envisagé de rendre cela permanent ?» Mon cœur fit un bond. Je ne répondis pas, mais je gardai la question en moi comme une flamme secrète. Puis le téléphone sonna. Le nom de Michael s'afficha à l'écran. Ma poitrine se serra. Je n'avais plus parlé à mon fils depuis la nuit où il m'avait renvoyé. Je laissai sonner une fois, deux, avant de décrocher. « Maman, dit-il d'un ton soigneusement maîtrisé, j'essaie de te joindre depuis des jours. »« Où es-tu ?»« Chez un ami, répondis-je d'une voix posée. »« Un ami ?» Il hésita. « Madame Patterson m'a dit que tu n'étais plus à l'hôtel de séjour prolongé. »« Chez qui es-tu exactement ?» J'ai regardé autour de la cuisine chaleureuse d'Adrian, le bouquet de lys frais que j'avais acheté le matin même, l'odeur légère de cèdre qui s'échappait de la cheminée. Chez quelqu'un qui ne me voit pas comme un fardeau. Un silence pesa à l'autre bout du fil. Puis, maman, je pense qu'on devrait parler. Peut-être que, tu pourrais venir séjourner dans notre chambre d'amis. Tessa et moi avons repensé à certaines choses. Ces mots auraient dû me réchauffer, mais ils me glacèrent. Où était cette soudaine générosité lorsque je dormais sur un parking de Walmart? Ce week-end-là, Michael et Tessa vinrent dîner. Tessa portait un sac cadeau, des bougies enveloppées de papier de soie, son sourire un peu trop éclatant. À table, Michael ramena sans cesse la conversation vers les affaires d'Adrian. L'immobilier doit être fascinant, dit-il en sirotant son vin. Je travaille moi-même sur des portefeuilles d'assurance, nous pourrions peut-être envisager quelques synergies. Adrian écoutait poliment, mais je vis la tension dans sa mâchoire, le froid dans son regard. Il avait côtoyé des hommes comme Michael toute sa vie, il n'avait pas besoin de parler, le silence suffisait. Plus tard, après leur départ, Adrian ferma la porte et se tourna vers moi. Sa voix était calme, mais une dureté d'acier la traversait. Je sais exactement ce que ton fils cherche, Lorraine, et nous devons décider comment y faire face. La semaine suivante, Adrian m'annonça qu'il avait invité Michael et Tessa à revenir dîner. Mon estomac se serra, mais ses yeux restaient fermes. Il est temps, dit-il simplement, il nous faut de la clarté. Ils arrivèrent vêtus comme pour une réunion d'affaires, Michael dans un costume gris sur mesure, Tessa dans une robe noire élégante, des diamants brillants à ses oreilles. Elle me tendit un autre sac cadeau, cette fois avec des chocolats fins. Juste une petite attention, dit-elle avec une douceur sucrée. Je le posai sans l'ouvrir. Nous mangeâmes le rôti de bœuf de Maria dans un silence lourd. Michael tenta de faire la conversation, parla du trafic sur la Kennedy Expressway, de la croissance du marché immobilier à Chicago, mais Adrian ne répondit que par des hochements de tête polis. Quand les assiettes de dessert furent débarrassées, Adrian croisa les mains sur la table et prit la parole. « Je veux parler de Lorraine, dit-il calmement, et de la manière dont vous l'avez traitée. » Les épaules de Michael se raidirent. « Je ne comprends pas, si, tu comprends, coupa Adrian, d'une voix ferme et sans colère. Lorsqu'elle a tout perdu à Plainfield, elle est venue te voir, son propre fils, et tu l'as rejeté. » Le sourire de Tessa vacilla, Michael rougit. « Nous pensions que ce serait mieux. » « Mieux pour qui ?» Les yeux d'Adrian se firent plus durs. « Certainement pas pour Lorraine. Elle dormait dans sa voiture pendant que vous profitiez de votre sanctuaire. » Le silence devint étouffant. Je sentais mon pouls battre dans ma gorge, mais pour une fois, je ne dis rien. Je voulais l'entendre jusqu'au bout. Adrian se pencha légèrement en arrière, imposant, ancré. « Et maintenant, soudain, votre intérêt pour son bien-être revient. Vous vous renseignez sur mes affaires, mes biens, mon avenir.
Soyons clairs, Lorraine n'a pas besoin de votre approbation, de vos conditions ni de votre protection. Ce dont elle a besoin, c'est d'amour. Et si vous n'êtes pas capable de lui en offrir, alors vous n'avez aucune place ici. La voix de Michael monta, vibrante de colère. Tu es en train de dire que je me moque de ma propre mère? La réponse d'Adriane fut douce mais implacable. Je dis que tu tiens davantage à ce que tu crois qu'elle pourrait hériter qu'à son bonheur. Ce n'est pas de l'amour, Michael, c'est de l'opportunisme. Tessa se tortilla, mal à l'aise, les yeux fuyants. Alors, pour la première fois, je parlais, la voix tremblante mais claire, la nuit de la tornade, j'avais besoin d'un fils. Tu as choisi toi-même. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Les mots restèrent suspendus, lourds, dans l'air. Le visage de Michael se crispa, déchiré entre la honte et la colère. Il repoussa sa chaise, marmonna quelque chose sur le fait qu'on l'insultait, et quitta la pièce en claquant la porte. Tessa le suivit, ses talons claquant sur le carrelage comme des coups de feu. Quand la porte se referma, la maison retrouva son silence. Puis mon téléphone a vibré. Un message venait du bureau du Land Trust de Plainfield. L'objet indiquait « Avis de réaménagement ». Le texte me fit trembler les mains, « Réaménagement approuvé ». Priorité accordée aux résidents déplacés. Projet supervisé par Call Redéveloppement. Je me suis tournée vers Adriane, submergée à la fois par la confusion et l'émotion. Tu ne m'en as pas parlé. Il plongea son regard dans le mien, calme mais empreint d'une douceur infinie. Je ne voulais pas que tu penses qu'il s'agissait de pitié. Mon entreprise a remporté l'appel d'offres équitablement, mais j'ai veillé à ce que le plan honore les familles qui ont tout perdu. Cela t'inclut, Lorraine. Ton droit de retour est protégé. Les larmes me montèrent aux yeux, le même homme qui, adolescent, m'avait promis le monde, me rendait aujourd'hui un avenir que je croyais à jamais effacé par la tornade. 6 mois plus tard, par un matin clair d'octobre, je me tenais dans le jardin d'Adriane, surplombant le lac Michigan. Le jardin flamboyait sous les couleurs de l'automne, les érables pourpres encadraient des rangées de chaises blanches. Il n'y avait ni grand chœur, ni cathédrale, ni foule à impressionner, seulement quelques personnes qui comptaient vraiment, Maria, la gouvernante, Thomas, l'associé de longue date d'Adriane, et un ministre, vieil ami de l'université. Je portais une simple robe bleu marine, Adriane un costume anthracite, ses cheveux d'argent brillant sous la lumière. Lorsqu'il prit mes mains, j'eus 17 ans à nouveau, debout près de la carrière, face au garçon qui m'avait juré qu'il reviendrait. Nous avons échangé nos vœux à voix basse, et lorsque le ministre nous déclara mari et femme, Adriane m'embrassa avec douceur et respect, comme si le temps lui-même avait attendu cet instant. Michael était venu seul. Il se tenait à l'écart, mal à l'aise, observant avec une expression indéchiffrable. Après la cérémonie, il s'approcha, hésitant, la voix rauque, « Maman, je suis désolée pour tout. » J'ai posé la main sur son bras. « Je te pardonne, ai-je dit doucement, mais le pardon n'efface pas les conséquences. Aime-moi parce que je suis ta mère, pas pour ce que tu crois que je possède. » Il hocha la tête, les yeux baissés. Pour une fois, il n'y eut ni dispute, ni justification, seulement le silence, et peut-être, juste peut-être, le commencement de quelque chose de vrai. Ce soir-là, Adriane et moi étions assis sur le porche, le lac scintillant sous les étoiles. Je me suis blottie contre lui, sentant la chaleur tranquille de son corps, et j'ai parlé, autant pour moi que pour lui. La tornade a emporté ma maison, mes meubles, mon jardin de roses, mais elle a aussi balayé mes illusions. Elle m'a montré qui était vraiment mon fils, et elle m'a ramené vers l'homme que j'étais toujours destinée à retrouver. Parfois, la destruction prépare le sol pour de nouvelles fondations. Je regardais l'eau, le cœur apaisé, la voix claire. À 66 ans, j'ai appris ceci, on n'est jamais trop vieux pour reconstruire, jamais trop brisé pour que l'amour nous retrouve. En repensant à tout cela, je compris que la tornade n'était qu'une partie de la tempête. La véritable tempête était venue après, être rejeté par mon propre enfant, réaliser que parfois, ceux dont on attend le refuge sont précisément ceux qui ferment la porte. Mais j'ai aussi découvert quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, qu'à 66 ans, la perte peut libérer le terrain pour un nouveau départ. Adriane m'a rappelé que l'amour peut survivre à des décennies de silence et revenir plus fort que jamais.
Il m'a appris que la dignité ne se mesure pas à l'argent ni aux maisons, mais à la façon dont on choisit de se relever lorsque la vie nous abat. Alors, si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci, on n'est jamais trop vieux pour reconstruire, jamais trop brisé pour retrouver l'amour.